Dans les, j'ai travaillé au ministère de l'Équipement et notamment dans le dépôt de permis de construire des statistiques auprès des directions régionales de l'équipement. On savait très bien que, allez, non, je n'ai pas de confrères. Non, en dessous du Mont-sous-Herbier-des-Joncs, quelque part en dessous de la Loire, on avait, ça va, personne n'est concerné là, c'est bon. C'est- En dessous de la Loire, on avait des statistiques invraisemblables. De même, en taux de recouvrement du trésor public, c'est pareil. On a des départements où on arrive à 99,99. Les départements de l'Est de la France ou de l'Ouest de la France étant de bons départements en général. Et puis, plus on descendait vers le sud, plus c'était aléatoire et les statistiques étaient plutôt à géométrie variable, si je peux me permettre de le dire comme ça. Est-ce que ça correspond à peu près à la même... C'est relativement difficile à dire, on n'a pas d'études précises. Pour terminer sur cette question, mais c'est marginal, beaucoup d'entreprises me disent regretter que les comptes, que le bilan soit consultable par les autres entreprises, parce qu'ils considèrent en fait que c'est vraiment une atteinte à la concurrence. Et est-ce que ça peut être une raison de refus de dépôt? Je vous dirais que, en règle générale, quand même, les entreprises qui ne procèdent pas au dépôt des comptes ne sont pas en situation florissante. Il arrive dans certains secteurs d'activité qu'au contraire, l'activité est tellement florissante que là aussi, on préfère ne pas déposer ses comptes. Entre les deux, cette obligation de dépôt des comptes, elle est justement faite pour que chacun puisse en prendre connaissance. Est-ce que compétitivité, ça veut dire pas de transparence? Est-ce que le fait de révéler la situation exacte de son entreprise, ça veut dire je ne suis pas capable de rentrer en concurrence, soit parce que je suis trop bon, soit parce que je suis trop mauvais? Est-ce que les gens qui critiquent ce dépôt des comptes annuels ne vont jamais vérifier les comptes des concurrents? Est-ce qu'on s'imagine qu'il n'y a qu'en France qu'on puisse avoir accès à des données économiques? Ça, ce sont des vraies questions. Est-ce qu'on imagine que la prévention qui s'appuie en partie sur ces ces bilans publiés et déposés, est-ce qu'on s'imagine qu'on pourrait augmenter, améliorer cette prévention et éviter bien souvent des réactions en cascade, le fameux effet domino, lorsque l'entreprise est en difficulté, que personne ne l'a renseigné, le fournisseur, le tel, et que finalement la machine se met en route. Donc l'équilibre est difficile à trouver. Aujourd'hui, c'est une obligation légale, il faut la respecter. Est-ce que demain, il faudra changer la nature des pièces comptables déposées? C'est une réflexion. Est-ce que demain, nous irons juste au simple dépôt pour pouvoir permettre la prévention sans publication? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas vraiment au fond de moi que le non-dépôt des comptes soit forcément un argument pour une concurrence saine et loyale. Bien sûr, je ne pensais pas au non-dépôt des comptes, simplement la non-publication. Sur ce point, il y a une directive européenne d'obligation de dépôt des comptes annuels de sociétés commerciales qui est globalement appliquée dans toute l'Europe. Peut-être, si vous le permettez, je pourrais répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure sur le guichet entreprise. Le guichet entreprise est né maintenant il y a environ un peu plus de 5 ans. Et en fait, il rassemble plusieurs entités qui sont liées à la création d'entreprises. Y participent les chambres consulaires, les chambres de commerce, les chambres des métiers, y participent les greffiers. Chacun a apporté ses compétences professionnelles, ses compétences métiers pour mettre en place, pour mettre en ligne un site unique. Effectivement, c'est le but de permettre, à partir d'un seul portail, de créer tout type d'entité juridique, quelle que soit l'entité finale qui immatricule, pas simplement le registre du commerce, ça peut être un entrepreneur indépendant qui va simplement s'immatriculer, s'inscrire, se déclarer auprès de l'URSSAF. Chacun donc a apporté une brique technique, une brique technologique de sa compétence pour bâtir ce portail. Et ce portail est bâti sous l'égide des services du Premier ministre. Donc, il a fallu s'accorder, il a fallu définir pour chacun des champs de compétences. Et aujourd'hui, c'est un système qui est opérationnel. On peut tout à fait créer une société commerciale de façon, je l'ai dit tout à l'heure, on le fait, nous, on l'avait ouvert notre site en 2007. On a apporté les briques de ce site à ce portail unique.
Et la question que vous aviez posée, c'était de savoir est-ce qu'il y a un coût supplémentaire. Non, il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est exactement le même prix si vous allez à un guichet physiquement, si vous envoyez votre dossier par courrier, vous utilisez, et souvent quand on regarde les personnes qui s'immatriculent en ligne, ils le font le dimanche soir à 23 h. Le chef d'entreprise, son obsession, c'est pas d'être immatriculé à tout prix, c'est déjà démarrer, rassembler ses idées pour démarrer son affaire. Alors, aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait aller plus loin dans la création de ce portail, c'est-à-dire rendre certains aspects obligatoires pour certaines formes de société d'utiliser le portail. Aujourd'hui, c'est assez anachronique parce qu'on peut commencer, alors le dimanche soir à 23 h, je vais immatriculer ma société, j'ai oublié une pièce. Le greffe qui a reçu l'immatriculation, la demande d'immatriculation le lendemain, s'aperçoit qu'il manque la pièce d'identité de la personne. Il va lui renvoyer un mail pour lui dire qu'il manque cette pièce. Et la personne peut nous redéposer cette pièce manquante par papier. Elle choisit. Ce qui est assez compliqué et ce qui crée des complications, nous, techniques, pour organiser tout ce réseau, pour recevoir ces immatriculations. Et simplement une idée, parce qu'on a un groupe national qui travaille sur la dématérialisation, qui réunit les 4 groupements de greffiers, se réunissent tous les mois pour définir un certain nombre de champs de compétences et d'avancer. Et on a unifié, il y a environ maintenant 2 ans, les codes juridiques. Lorsqu'on a compté les codes juridiques de forme juridique, simplement les codes de formes différentes qui existent dans le droit français, on était à plus de 200 formes juridiques. Donc avoir la prétention aujourd'hui de créer un portail unique qui permette d'immatriculer toutes les formes de société, c'est pratiquement impossible. Enfin, ça serait très compliqué, ça prendra beaucoup de temps et ça coûtera extrêmement cher. Par contre, pour immatriculer la SARL ou l'entreprise individuelle, c'est extrêmement simple. Ça représente quand même plus de 80% des immatriculations. Mais cet outil, aujourd'hui, fonctionne. Mais il n'y a pas de caractère obligatoire. Pour toute la France. J'avais une autre question plus directe, on va dire. Puisque vous avez dit que, tant qu'à faire, autant en profiter, hein, puisqu'on n'a pas tous les jours la chance de vous avoir. Je voudrais avoir votre avis, puisque vous êtes les seuls professionnels, j'allais dire formés, dans la juridiction du tribunal de commerce. Ou tout au moins, avec, comme vous l'avez dit, pour devenir greffier, il faut un Master 2, il y a une formation, il y a un certain nombre de choses. Et un examen. Je voudrais avoir votre avis sur la nécessité ou non d'un échevinage au sein d'un tribunal de commerce, puisqu'après tout, ça peut bouleverser aussi le rôle du greffier, s'il n'est plus le seul en état d'être véritablement le professionnel du droit. Vous savez bien, hein, quand on a une compétence et qu'on a en face de soi ou avec soi c'est un peu comme les élus et les fonctionnaires. Vous savez, des fois, un maire, il a son directeur général qui connaît les choses, et puis quand le maire a été directeur général des services, c'est beaucoup plus compliqué pour les services d'aller lui dire telle ou telle chose. Alors je voudrais bien avoir votre avis sur la question de l'échevinage, la question de la formation des juges, et puis peut-être aussi sur le niveau d'échevinage, puisqu'on a vu, ou la spécialisation parfois de certaines juridictions en fonction de tel ou tel niveau de difficulté ou niveau d'entreprise. C'est effectivement une question extrêmement directe. Je ne suis pas embarrassé, étant greffier de la juridiction et membre de cette juridiction. Les juridictions consulaires ont prouvé, je crois, depuis quelques années, leur efficacité. Elles se sont remises en cause, elles ont progressé. La formation des juges consulaires doit être obligatoire, mais ils ont déjà, depuis un moment, commencé une formation en partenariat avec l'ENM. Et on le sent bien, j'allais dire professionnalisation, le terme serait impropre, mais malgré tout, ils se sont beaucoup investis dans l'amélioration des connaissances juridiques et dans l'amélioration du droit processuel. Le greffier est certes le seul professionnel du droit au sein de la juridiction, mais il reste à sa place et, comme je vous l'ai dit, il donne l'assistance.
Les juges et présidents de chambre sont en règle générale des juges de qualité qui ont une formation juridique très souvent à la base et qu'ils ont améliorée, mais pas forcément. Nous avons aussi des juges vraiment issus du monde de l'entreprise et qui ont appris et qui ont apporté leur bon sens et la connaissance économique. Si nous prenons l'ensemble des résultats des décisions rendues par les juridictions consulaires, si l'on prend le taux d'appel formé contre ces décisions, que ce soit en contentieux général ou en procédure collective, parce que très souvent, on fait la différence. Si l'on prend le taux d'appel des décisions rendues par les présidents de juridiction statuant en référé, j'ai quelques chiffres rapides, très rapides, sur 2011, j'ai pas ceux de 2012, pardonnez-moi. Contentieux général, sur 90 383 décisions, 7 844 appels, soit 8,67%. Je ne parle pas de taux de réformation, je parle de taux d'appel. Appel des ordonnances de référé, 4,05%. Appel des procédures collectives, 0,78%. Je vais relativiser sur les procédures collectives. Il y a beaucoup d'ordonnances juges-commissaires qui sont des ordonnances prévues par les textes, qui ne nécessitent pas évidemment de discussion majeure, qui sont des ordonnances dites sans débat contradictoire. Donc on peut très bien. Mais malgré tout. Alors l'échevinage. Aujourd'hui, j'estime qu'on a des juridictions qui fonctionnent bien. Elles sont efficaces. Elles rendent des bonnes décisions motivées en droit. Elles sont rapides, peut-être plus que d'autres juridictions. Est-ce qu'il faut bouleverser ce système ? Est-ce qu'aujourd'hui, les juridictions commerciales n'ont pas donné satisfaction aux justiciables et à l'entreprise ? Est-ce qu'aujourd'hui, même dans les cas difficiles de procédure collective, dans des gros dossiers de procédure collective, rendus par des bourgades, comme l'on a dit, et vous comprendrez que l'homme de l'Ouest était un petit peu choqué de ce terme à l'époque, et depuis ce débat médiatique, qui posait un autre problème intéressant, attention au conflit d'intérêts. Nous sommes d'accord. Mais depuis le débat médiatique sur ce gros dossier de l'Ouest, avons-nous entendu parler des suites de ce dossier du point de vue judiciaire ? Les décisions ont-elles été remises en cause ? C'est une bonne question. Alors, l'échevinage, est-ce que nous aurons besoin de recourir à ce système pour éviter, car c'est là le nœud du problème, c'est toujours celui qui revient, le conflit d'intérêts, notamment dans les procédures collectives. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Il faut le mener. Il ne faut pas rester sans se dire « c'est comme ça, ne bougeons pas ». Je n'ai pas dit que c'était la solution, mais je pense qu'il faut y réfléchir. Et j'en ai parlé avec le président de la Conférence générale des tribunaux, avec le président du Conseil national des tribunaux de commerce, avec nos présidents respectifs, on en parle. Qu'est-ce que l'on pourrait proposer comme solution pour le cas où ? Eh bien, menons cette réflexion, mais n'ayons pas d'a priori sur l'efficacité, la probité des juges des juridictions consulaires.